Très ravi de vous retrouver à travers cette grande édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Direction la Suisse pour débuter ce journal. Ce pays accueille depuis hier une centaine de dirigeants du monde. Ils participent à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos, une rencontre annuelle pour relever le défi mondiaux et régionaux. Sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous allons faire quelques pas en arrière pour vous parler de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Zurich. Guilin Kabalondi. C'est sous un froid glacial, tôt dans la matinée de ce lundi 20 janvier 2025, que l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Zurich, en Suisse. À sa descente d'avion, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par un comité officiel restreint constitué de l'ambassadeur de la RDC dans la Confédération helvétique, la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Environnement et le ministre de Mines. Le chef de l'État vient participer aux côtés de nombreux autres leaders mondiaux à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos. L'événement, qui se déroule du 20 au 24 janvier, réunit l'élite économique et politique mondiale pour discuter des défis actuels de l'humanité. Il s'agit notamment de répondre aux chocs géopolitiques, de stimuler la croissance pour améliorer les niveaux et mener une transition énergétique juste et inclusive. Collaborer à l'ère de l'intelligence, tel est le thème de l'édition 2025. Un thème qui souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique pour la préservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. En marge de cette réunion annuelle, des audiences et des rencontres en bilatéral sont aussi au menu de l'agenda du chef de l'État. De retour au pays, après Mwanda, le vice-premier ministre en charge de la Défense vient d'arriver à Banana dans le Congo central. Sur place, Guy Kabombo a visité les travaux de la construction des bâtiments qui abriteront le service de la 141e base navale. Sandra Nyanki, je reste au Fondje pour plus de précision. La 141e base navale garnison de Banana a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, maître Guy Kabombo Modianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Et le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. La France veut donner un coup de pouce au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, veut exprimer par son envoyé spécial au Grand Lac. Il a dit au coordonnateur du PDDRCS au cours d'un entretien auquel a assisté Peggy Mukunda.
Les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS a besoin de partenaires pour sa mise en œuvre effective, a martelé le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntangatita, au cours d'un échange sur les points de vue des programmes avec l'envoyé spécial du Grand Lac pour la France, Emmanuel Coët. Il était temps pour le patron du PDDRCS de clarifier avec les partenaires sur les activités programmatiques pour appuyer les programmes. Nous avons eu cette rencontre qui a permis d'échanger sur les mandats des uns et des autres, mais aussi de dégager les aspects sur lesquels nous pouvons envisager de collaborer ultérieurement. Récemment, lors de son discours d'échange de vœux au corps diplomatique accrédité dans notre pays, il a également partagé sa vision sur les PDDRCS et a continué à inviter nos amis et nos partenaires à appuyer ces programmes. Donc c'est dans ce cadre que nous avons également saisi cette opportunité pour lancer l'appel, inviter tous ceux qui sont intéressés à nous appuyer, à ne pas hésiter à venir. Meilleur programme de DDR communautaire qui puisse exister, nous allons donc faire de merveilles durant notre mandat, surtout avec l'appui des partenaires. Des pannes et des kits scolaires remis aux femmes déplacées et orphelins victimes des conflits armés dans la province du Sud Kivu. C'est un don des humanitaires des Nations Unies. Ils ont été conduits dans cette partie du pays par le président de l'ONG Force du Génie Congolais, comme nous dit Cédric Yenina dans ses commentaires. Bukavu dans le Sud Kivu, point de chute pour clôturer les activités humanitaires 2024. Comme un véritable soldat au front, Génie Kandé, président de l'ONG Force de Génie Congolais, un tshisekidiste de conviction, a conduit une délégation des humanitaires dans la province du Sud Kivu pour une assistance aux femmes déplacées et orphelins victimes de conflits armés. Assistance composée d'épargne et kits scolaires qui s'inscrit bien évidemment dans la logique de nombreuses actions de même nature menées dans le Nord Kivu et l'espace Grand Kasaï. De quoi rendre grâce à Dieu pour ces gestes, Génie Kandé, président de l'ONG Fojeka, s'est rendu à la paroisse Chipunda à Bukavu du père Jean Boukassa Malo. Nous sommes toujours dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se bat jour et nuit pour établir l'ordre dans son pays et pour donner la vie aux Congolais. Cet acteur du social s'est dit très satisfait des réalisations de grande envergure dans le domaine de l'éducation, du social et de l'environnement grâce au concours de ses partenaires, notamment la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi, une contribution significative à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour un élan de solidarité. Les grandes réalisations du programme de développement local de 145 territoires font du bruit même en dehors de nos frontières. Le Burundi, qui veut dupliquer ces mêmes programmes sur son sol, a envoyé ses émissaires à Kinshasa pour s'inspirer du modèle congolais. Ces délégations burundaises a discuté hier avec le vice-premier ministre en charge du plan, Guylain Niembo. C'est un reportage de Peggy Mukunda et Aponzosi. La mise en œuvre du projet intégral du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et celui du programme de développement local de 145 territoires adopté et apprécié par les pays frères burundais. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays échantillon par les Burundis pour l'organisation du programme d'appui à l'émergence intercommunautaire d'ici 2040. Pour ce faire, une délégation burundaise séjourne en RDC conduite par les directeurs des cabinets adjoints du Premier ministre burundais, M. Frédéric Nimubona, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylain Niembo. Le choix a été porté en particulier sur la RD Congo. C'est pourquoi nous sommes venus ici
pour apprendre comment, au niveau du Congo, on a monté, on a financé et on a mis en œuvre le programme de développement local des 145 communes. Notre réunion de travail avec son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre consistait à un partage d'échanges d'expériences, mais bien entendu des défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 communes. Accompagné par l'ambassadeur du Burundi en RDC et une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD afin de discuter des leçons apprises et des défis liés au programme de développement local de 145 territoires. Ces choix judiciaires portés sur la RDC par le Burundi témoignent de l'expérience du gouvernement congolais à travers les ministères du Plan dans l'appui et l'accompagnement nécessaire à ces programmes pour le développement communautaire au Burundi. Tous les inspecteurs généraux du travail de l'RDC sont à Kinshasa depuis hier. Ils sont venus pour une série de formations de renforcement de capacité. La formation va durer 3 jours, comme nous précise Chimène Dondo dans ce reportage. Cela étant dit, je déclare ouvert les travaux de l'inspection générale du travail sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. Le coup d'envoi a été donné personnellement par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraïm Akwakwa, venu de 26 provinces du pays. Ces inspecteurs généraux adjoints et inspecteurs principaux du travail de première classe, chefs de service de l'administration centrale et dans le province, accompagnaient chacun d'un inspecteur principal de deuxième classe de son ressort. Participe à cet atelier de remise à niveau et de renforcement de capacité. À en croire Jean-Paul Mboma, le présent atelier poursuit des objectifs qui cadrent avec la réforme de l'inspection générale du travail, répondant ainsi à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, c'est de mettre en place une inspection du travail moderne et efficace. Et pour y parvenir, il faut un outil moderne de contrôle d'un inspecteur du travail de terrain. C'est juste pour valider tous ces outils qui vont permettre aux inspecteurs du travail de changer leur méthode de travail. Au terme de cet atelier de 3 jours, les participants au retour de leurs milieux respectifs attendront le signal de Kinshasa pour organiser à leur tour la formation en cascade. Question de faire bénéficier à tous les autres inspecteurs du travail ce qu'ils ont appris. Signalons que cet atelier est rendu possible grâce à l'appui du Bureau international du travail et de l'Agence belge de coopération. Les étudiants de la 10e promotion du Master d'écologie des maladies infectieuses de l'Université de Kinshasa sont à la porte des sorties. Ils viennent de débuter avec la défense de leur mémoire à l'INRB. Ils sont près de descendre. Une défense qui s'est faite devant le célèbre docteur Jean-Jacques Mouyembe. Plus de précision avec Anastasie Doumou. La défense des mémoires de la 10e promotion des masters d'écologie des maladies infectieuses, aléas naturels et gestion des risques de l'Université de Kinshasa en collaboration avec l'Institut One Witch pour l'Afrique a été lancée ce 20 janvier 2025 par le professeur Hilaire Makindou, directeur des cabinets de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lors d'une matinée scientifique organisée à l'Institut national de recherche biomédicale. Selon le directeur adjoint de l'ICHA, professeur Didier Bopangé, en 10 ans de fonctionnement, cette formation d'excellence de 3e cycle financée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe a permis de former déjà plus de 200 experts des approches One Witch, dont près d'une dizaine déjà docteurs en sciences ou en voie de lettres dans quelques mois. Cette idée de combiner les approches écologiques pour la compréhension du fonctionnement des phénomènes affectant les écosystèmes est une vraie réalité. Nous, la particularité de l'INOA, c'est qu'au-delà de la santé des humains, on va bien plus loin en focalisant nos recherches et notre formation sur les problématiques liées à la santé animale et aussi à la santé des écosystèmes. Et c'est ça qui définit l'Institut One Health. Il s'est dit par ailleurs satisfait de voir ce projet porter des fruits en répondant aux problématiques de la société avec les travaux de recherche pragmatiques des apprenants.
Un nouveau bâtiment administratif remis officiellement aux autorités de l'Ituri par le Bureau central des coordinations BSECO. Cet ouvrage est le 19e déjà réceptionné sur le 20 prévu à Irumu dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Et c'est l'administrateur d'Irumu qui a réceptionné cet ouvrage, Junior Selemani. Le programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laisse ses empreintes indélébiles à Ituri, Téné. Un nouveau bâtiment administratif vient de sortir de terre en territoire d'Irumu. Objectif, améliorer les conditions de travail du personnel de ces territoires. La cérémonie de la réception provisoire de ces bâtiments a eu lieu ce lundi à Irumu Centre pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Simba. La concrétisation de ces projets est consécutive à la paix instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. Ce bâtiment administratif n'est que le 20e projet des 19 autres réalisations réceptionnées et qui sont déjà opérationnelles. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de notre gratitude. La situation de stabilité a permis la réalisation Michel Ramazani, chef d'antenne du bureau central de coordination en Ituri, s'est réjoui du taux de réalisation de ces projets dans cette partie de l'Ituri. Aujourd'hui, nous allons remettre les clés pour l'usage de ce bâtiment administratif et nous repasserons ici 6 mois après pour la réception définitive. Même sentiment exprimé par le député provincial élu de la région, Isaac Lebissabou. Les filles et fils d'Irum, ils ont compris l'importance de la paix. Et voilà, aujourd'hui, nous voyons les bâtiments pousser comme les champignons au chef-lieu territoire d'Irum. C'est ce qui montre que les choses évoluent bien dans le territoire d'Irum. Signalons que ce bâtiment administratif est équipé en mobilier et équipement informatique. Le gouverneur de la province de Haut-Souélé poursuit sa tournée à l'intérieur de sa province après Faradje, Jaba, Komito et maintenant à l'étape du territoire de Ouacha. Sur place, il a été accueilli chaleureusement par la population et le chef du territoire. Pas de répit pour le gouverneur forestier du Haut-Ouélé, d'une entité territoriale décentralisée à une autre. Jean Bakomito Gambou est accueilli avec pompe à Sourou, chef-lieu du secteur Kibali, avec à la tête d'affiche Dieudonné Sourou. Et ce dernier félicite vivement la bravoure de son hôte qui a parcouru plus de 300 km avant d'atteindre son entité dans des conditions assez difficiles. Il brosse l'état des lieux de son secteur et rassure du soutien de sa population au chef de l'État et à l'autorité provinciale qui le représente dans le Haut-Ouélé. Dans sa prise de parole, Jean Bakomito Gambou s'est montré ferme quant au respect dû à l'autorité établie, que tous ceux qui alimentent des conflits de course au pouvoir et le trafic d'influence cessent. Et je leur adresse une sévère mise en garde, dixit le gouverneur. Il invite la population à renouer avec les cultures de café, coton et cacao, porteuses de croissance. Mboka ezala total tozala chef mibalete mutu nyonso sima ya papa Félix esengi na bino kobatela mboka mboka lubaki. Une visite d'itinérance qui se termine dans une ambiance bon enfant. Tosepeli makasi toyaki depuis 7h ti yango 18h tofanda kakozela eli na makambo nyonso ya lobby surtout pour makambo ya loi tosepeli nango biso pe lokwa ba mama ya secteur toko transmettre yango para bana et pa ba jeune et puis toko informer ba mama mususu tosepeli mingi aeti pe na ko satra sururu na ba mama mususu bazaka découragement topesi yango courage mbala sima. Un immense chantier vient de s'ouvrir dans la province du Kasaï central. C'est la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji. Les travaux vont durer 6 mois et seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro. Le gouverneur a assisté au début des travaux de terrassement. Regardez. Kalambambouji
Centre d'intérêt des habitants du Kasaï central, plus que jamais une préoccupation de Joseph Moïse Kambounou Konko. Le numéro 1 de la province s'est de nouveau déployé sur cette route ce mercredi 15 janvier 2025 jusqu'au village Kamboundi, au PK32, considéré comme terminus du premier engagement avec les entreprises de mise en œuvre. Accompagné des services techniques de l'entreprise Sino Hydro et du bureau technique de contrôle, le patron du Kasaï central, dont le souci est de voir être maintenue la circulation, parcourt cette voie et s'arrête constamment au point chaud dont il recommande la suppression, par notamment l'évacuation de bourbiers. Recommandation visiblement suivie, l'entreprise Sino Hydro a entamé ses travaux de terrassement au village Kanoumaï à Kamboundi, à environ 50 km de Kananga, travaux qui devront se poursuivre jusqu'à la rivière Kasaï. Ici, l'autorité provinciale n'a pas caché sa satisfaction. Nous venons de démarrer effectivement les travaux aujourd'hui, tels qu'on s'était convenu lors du passage du chef de l'État. Il avait été décidé que les entreprises qui construisent la route Kananga-Kanambambou commencent par l'arranger, la rendre praticable pour permettre la fluidité pour le trafic et aider ainsi à ce que les véhicules passent sans beaucoup de peine. Et c'est ce qui vient de démarrer aujourd'hui. Je crois que je cherchais personnellement à vivre cela pour échapper aux entreprises qui ont commencé. L'échéance de ces travaux est de 6 mois. Le gouverneur Joseph Moïse Kambounou, qui promet de maintenir l'œil ouvert dans leur exécution, a appelé les entreprises engagées au respect des délais et des clauses définies. Une autre autorité provinciale sur le terrain, c'est le vice-gouverneur du Kasaï central. Il est en itinérance à Luisa, son fief électoral. Devant la population, Job Kouindama a appelé à la dépolitisation du pouvoir coutumier. Aujourd'hui, à la base des conflits dans ces territoires, il a aussi sensibilisé sur la révision constitutionnelle. Le vice-gouverneur Job Kouindama Nende séjourne à Luisa depuis dimanche 19 janvier 2025. Le cortège du numéro 2 de l'exécutif provincial a fait son entrée sur la commune rurale et chef-lieu de ces territoires frontaliers du Kasaï central pour un séjour officiel d'une semaine. Des personnalités sociopolitiques, la notabilité locale et des milliers d'habitants venus des coins et recoins du territoire ont débordé l'avenue de la cathédrale pour réitérer leur soutien et confiance au fils du terroir, l'accompagnant jusqu'au bâtiment administratif de la commune. Dans un meeting sur place, Job Kouindama Nende a mis en garde contre la politisation du pouvoir coutumier, facteur à la base de la résurgence des conflits dans la région. L'autorité provinciale a appelé à la légitimité de ce pouvoir qui, logiquement, doit passer par le choix de la famille régnante afin de mettre un terme au conflit qui gangrène le développement de cette partie du Kasaï central. Je ne dis pas que vous prêchez du talala. Ce n'est pas un politicien, l'histoire du pas du Béla, ou qui à la base d'un conflit. Quant au problème d'érosion, eau potable et routes de dessert agricole lui exposées par la population, Job Kouindama Nende a promis d'en faire le pont au gouverneur Joseph Moïse Kambounou Konko pour des solutions adaptées. Au cours de cet oral, le vice-gouverneur Job Kouindama Nende a également sensibilisé pour l'appropriation de l'initiative de la réforme constitutionnelle que porte le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin, dit-il, de barrer la route aux ennemis et offrir une perspective de développement au pays. Au poste de vice-gouverneur du Kasaï central, Job Kouindama Nende devra sûrement marquer au nom du numéro 1 de la province le début de plusieurs initiatives de développement dans ce territoire. C'était au mois de janvier 2008, 16 ans déjà depuis que la structure Imani RDC a lancé ses activités à Kinshasa. Et pour célébrer cet anniversaire, ses dirigeants procèdent à la remise de kits de travail et de matériel didactique pour deux femmes veuves et filles mères œuvrant dans l'entrepreneuriat. Plus de précisions avec Piro Mbouyoussaïdi. Dans l'optique de booster l'entrepreneuriat des jeunes ambitieux, en créant des opportunités d'emploi, offrir un soutien éducatif et psychologique aux orphelins, renforcer l'autonomisation des filles mères et femmes veuves et surtout promouvoir le développement durable et intégral des populations rurales marginalisées, la Fondation à vocation socio-philanthropique Imani RDC, dans le cadre de la célébration de son 16e anniversaire, a doté à un panel de forces vives juvéniles congolaises d'un important lot de kits de travail et matériel didactique de première nécessité. Garder une lutte effrénée contre le chômage qui gangrène cette fois de la population congolaise. Belle opportunité pour la coordonnatrice et présidente nationale d'Imani RDC de cristalliser la mission humanitaire de cette structure, à savoir, ensemble, transformant la vie de ceux qui en ont le plus besoin
et bâtissons un avenir solidaire et prospère. Imani, je dis, ça signifie espoir. L'espoir, c'est quand vous pouvez voir la lumière dans l'obscurité. C'est ça que je veux commémorer en disant l'espoir. L'espoir fait vivre. Il ne faut pas se décourager devant une situation. C'est que nous voulons mettre un focus sur les jeunes désœuvrés. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il n'y a pas d'emploi et le chômage est en train de ronger la jeunesse. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec des jeunes qui peuvent notamment sombrer dans la délinquance. Et pour éviter cela, il faut les récupérer et les réinsérer en leur donnant la possibilité d'exercer certaines activités. Nous sommes des individus qui pouvons faire des gestes ponctuels, mais nous sollicitons l'appui du gouvernement qui peut créer des emplois à grande échelle, notamment avec la création des entreprises. Ces gestes de haute portée philanthropique n'a pas laissé indifférents des bénéficiaires qui ont salué cet altruisme social. Je viens de recevoir mes matériels, une très bonne machine de performance, une machine de haute qualité et de grand prix, et accompagné d'une petite enveloppe. Je dis merci beaucoup à la maman, merci beaucoup à la fondation, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse la fondation. Il convient de souligner qu'en 16 années d'existence, la fondation Imani RDC compte à son actif plusieurs projets intégrateurs concrets et beaucoup de réalisations à impact visible, parmi lesquelles la réinsertion scolaire des orphelins aujourd'hui licenciés et gradués, la mise sur le marché de l'emploi des jeunes ambitieux après une série d'encadrements et de formations, sans oublier beaucoup d'assistance aux veuves et filles mères. Nous allons à présent sillonner quelques kiosques journaux pour vous présenter les différentes actualités qui font la une ce mardi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou et je reste Fondé. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Nord Kivu, des bombes des terroristes du 1-23 larguées sur l'hôpital général de Massissi Centre annonce la référence plus. Les terroristes du 1-23 appuyés par le Rwanda ont lancé des bombes dans l'enceinte de l'hôpital général de Massissi Centre dans l'est de la RDC. Ces engins ont blessé 4 personnes, dont un personnel soignant de cet hôpital, avant de détruire complètement les latrines du dit hôpital. D'après la société civile, ce pacte terroriste est le énième qui touche cet hôpital dans lequel plusieurs populations civiles avaient trouvé refuge, craignant ainsi l'intensification des combats dans la zone. RDC, les biens confisqués du condamné à mort Corneille Nangaa mis en vente publique, révèle dépêche.cd. Le ministre de la Justice a annoncé le lundi 20 janvier la mise en vente publique des biens de Corneille Nangaa à partir du 30 janvier 2025. Le ministre indique qu'il s'agit de l'exécution des arrêts rendus respectivement par la Haute Cour militaire et la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Des villas, des appartements, des maisons et des parcelles sont concernés par cette vente publique. Grand Kassai, des viols en série commis sur des fillettes de 2, 3 et 8 ans en l'espace d'une semaine, titre le potentiel.cd. L'annonce a été faite le dimanche 19 janvier 2025 par Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, une structure de la société civile qui défend les droits des femmes et des filles. 3 filles ont été cruellement violées, une fillette de 2 ans par 3 garçons à Demba, une autre de 3 ans violée par un garçon à Kananga dans la province du Kassai central et enfin une fillette de 8 ans abusée par un soi-disant pasteur de plus de 40 ans à Mouika dans la province du Kassai. C'est fini pour ce journal de la mi-journée de ce mardi. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou.